Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance du cours de littérature négro-africaine d'expression française. Séance qui sera consacrée à l'analyse d'un extrait du roman situé aux pages 214 et 215. Ce texte est très intéressant à divers égards, puisqu'il met en scène un personnage des plus énigmatiques, à savoir Sounkaré. Énigmatique dans la mesure où il s'agit d'un personnage malheureux, mais d'un personnage qui a sciemment mis en avant son individualisme dans un contexte africain qui considère avant toute chose la communauté et hisse le travail et l'esprit communautaire en valeur sûre. Alors le texte commence par, toujours dans ses souvenirs, il entra dans l'atelier de réparation des moteurs et il s'achève à « Ils commencèrent leur travail par les lèvres et les paupières ». Nous allons voir, lors de cette analyse, le sort réservé à Sounkaré, qui a trahi les grévistes et qui leur a refusé l'aide. Et nous allons voir justement, nous allons interroger toute une poétique du désastre et du malheur dans ce texte, malheur réservé, comme je l'ai dit, à Sounkaré. Alors, toujours dans ses souvenirs, il entra dans l'atelier de réparation des moteurs. Là aussi, tout était silencieux. Je tiens à vous dire, d'abord concernant ce personnage, qu'il est quelqu'un de solitaire, c'est-à-dire qu'il a toujours été ou qu'il a toujours vécu dans la solitude. Dans la solitude qui a pesé lourd sur sa psychologie. Il a toujours été victime de diverses dépressions parce qu'il a choisi justement de vivre seul. Les diesels dont les cuivres, je cite le texte, les diesels dont les cuivres brillaient s'alignaient en longues rangées, massifs, nets, puissants, impassibles comme des dieux. Là, le narrateur décrit le cadre de l'action. C'est-à-dire que Sounkaré se retrouve dans l'atelier où il travaillait. Et cet atelier est meublé de machines. Meublé de machines qui servaient justement au travail, des cheminots. Et là, nous voyons l'introduction dans l'espace africain de quelque chose de nouveau, mais également de quelque chose de mystérieux et d'énigmatique, à savoir la machine. Les Africains ne s'étaient pas habitués à la machine. Les Africains, rappelons-le, vivaient en brousse, ils étaient en contact direct et en symbiose avec la nature, avec la forêt. Là, nous avons l'intervention de quelque chose de terrible pour eux, parce que la machine qu'a fait venir le colonisateur, qu'a fait venir l'occidental, a charrié avec elle toute une vision des choses et toute une vision de la société, basée désormais sur le goût du gain, sur le profit et sur l'exploitation. Et là, on ne peut pas ne pas évoquer les effets pervers de la modernité sur la société africaine.
subsaharienne. La modernité qui a été fatale pour les Africains, eux, qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, habitués à une vie paisible dans un environnement sain, dans un environnement propre, où ils vivaient avec leurs croyances qui n'ont jamais fait de clivage entre ce qui est visible et ce qui est invisible, entre l'homme et la nature, sachant que l'homme fait partie de cette nature qu'il a toujours respectée et qu'il a toujours mis en valeur. Alors, je cite le texte, c'était là leur temple, impassible comme des dieux. Voilà, donc il y a l'idée en fait de la grandeur, de la grandeur en fait des diesels, de la grandeur de la machine, et qui est critiquée en fait par le narrateur. C'était là leur temple, donc il compare en fait le lieu où sont ces machines à un temple. C'est-à-dire qu'il y a l'évocation de quelque chose de sacré. Et il y a une sorte de sacralisation de la machine et de sacralisation du lieu où se trouve cette machine. Donc il y a un transfert en fait de sacralisation des temples africains situés dans la brousse, de toutes leurs croyances, transfert vers justement ce qui est matériel et ce qui éloigne l'individu de la nature. Là, on les soignait, on leur rendait un culte. Voilà. Les Africains rendaient, en fait, ont l'habitude de rendre un culte aux anciens, aux sages, à leur divinité, auxquelles ils croyaient et continuent de croire. Là, nous avons un changement de perspective. C'est l'installation d'autres dieux et l'installation d'un autre culte. Et là, on voit bien, en fait, le choc, le choc de deux civilisations, le choc de deux systèmes de pensée. Alors, les pièces usées ou détériorées étaient remplacées. Les meilleurs mécaniciens travaillaient ici, dans le fracas et le sifflement des forges, le ronronnement des tours. On se passait de main en main des pistons, des leviers, des volants. Non loin de là, rangées en un vaste cercle, les locomotives semblaient de monstrueuses petites filles de fonte et d'acier immobilisées, soudain dans leur rente. L'adjectif monstrueux montre à quel point, la machine était quelque chose de redoutable. Il était redouté par les Africains, sachant que la colonisation française a ramené en fait un changement radical, si j'ose dire, ou a voulu en fait installer un changement radical dans la société africaine. Déjà l'Africain avait horreur des routes asphaltées. Des routes goudronnées qui se sont, en fait, qu'on a construites dans la brousse, et c'était quelque chose, c'était comme des intrus, c'était quelque chose qui perturbait la vie paisible des Africains habitués à être, comme je l'ai dit tout à l'heure, en symbiose avec la nature qui leur donne la force nécessaire pour vivre et pour avancer, sachant que la conception négro-africaine de l'univers, du cosmos, de la nature, est opposée à celle des Occidentaux. Les Africains considèrent que, par exemple, la mort, et j'y reviendrai tout à l'heure, la mort n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire ce n'est pas, si c'est la fin d'une vie, d'un cycle, ce n'est pas la fin de la vie tout entière, parce qu'il y a ce qu'on appelle le retour des armes. Donc il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de rupture entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà, tel qu'il est conçu par les Africains, à travers une logique, une logique religieuse
qui ne fait pas de distinction justement entre les deux univers, sachant également que dans la conception négro-africaine, l'univers est un réservoir d'énergie, cosmique qui sont prêts à se déverser et qui touche l'être humain, hein, qui touche l'être humain, qui n'est pas justement à l'abri, hein, qui n'est pas à l'abri des forces naturelles. C'est-à-dire que s'il y a un tremblement de terre ou s'il y a une catastrophe naturelle, ou disons, les catastrophes naturelles sont expliquées différemment comme elles le sont dans la conception occidentale. C'est-à-dire qu'un séisme, s'il arrive, il devait arriver, il est dans le cycle justement de la nature et dans la logique justement de cet univers. Alors, je reviens au texte pour le citer. Devant son carré s'ouvrait béante une fosse à graissage et soudain de l'autre côté de la fosse, il aperçut le couple de rats. Donc on revient à son carré, le narrateur revient à son carré pour justement parler ou préparer sa fin. Son carré sera, comme nous allons le voir tout à l'heure, attaqué par des rats. Devant son carré s'ouvrait béante une fosse à graissage et soudain de l'autre côté. N'oublions pas, je rappelle que son carré est un personnage estropié, complètement estropié, il est faible, il est malade et donc il ne peut pas affronter en fait son destin. Il aperçut le couple de rats, la femelle lissait ses moustaches, le mâle était tapis à côté d'un monceau de chiffon. Donc le mâle et la femelle. Pourquoi la femelle pourquoi la femelle en premier lieu? Parce que nous savons, cela fait en fait allusion au rôle joué en fait par la femme dans la grève des cheminots. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que sous la plume de Saint Ben Ousmane, la femme africaine bénéficie d'une grande audience et elle est réhabilitée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réhabilitation de la femme qui a toujours été reléguée au second degré. Hein, reléguée au second degré. Mais on ne peut pas ignorer justement la place prépondérante qui est la sienne dans la société africaine. Mais les coutumes, les traditions veulent que la société soit masculine, mis à part quelques communautés en Afrique subsaharienne qui gardent encore cet héritage culturel humain qui considère que la femme est au centre de la société. Alors, la femelle lissait ses moustaches, le mâle était tapis à côté. Après les dieux, les démons des ateliers. Voilà, il y a une sorte d'ironie tragique, si j'ose dire, d'ironie tragique entre guillemets. Tout à l'heure, comme on l'a vu, le narrateur a parlé des dieux de l'atelier. Maintenant, c'est les démons, c'est-à-dire que les dieux sont incapables, les dieux de l'atelier sont incapables de protéger son carré et qui a passé justement sa vie à travailler dans cet atelier en tant que gardien. Les démons des ateliers. Le gardien fut saisi d'un vertige, une crampe lui tordit le ventre et ses yeux s'embuèrent. Voilà, son carré est dans une situation terrible et il voit venir justement sa fin. Il lui sembla que la fosse avançait vers lui puis reculait doucement. De nouveau, le liquide glacé coula le long de son dos. Il laissa tomber sa canne et heurta le sol avec un bruit sec. Voilà, c'est-à-dire qu'il il est attaqué justement par une peur viscérale, par une peur terrible qui justement l'a fait tomber. Les deux rats firent un bond de côté puis reprirent leur attente immobile. On remarque ici que les rats, en fait,
les rats deviennent ici des personnages à part entière. Ici, si j'ai à emprunter justement un jargon sémiotique, je dirais que les rats sont des actants. Je dirais que les rats sont des actants, c'est-à-dire que dans ce texte, ils agissent justement sur l'action, et le destin de Sounkaré est entre leurs mains. Ce sont des personnages en fait très puissants dans ce texte. Donc on voit bien ici qu'il y a en fait le retrait de l'humain devant l'animal. On aura l'occasion après de parler justement de l'animal, de la représentation de l'animal dans la culture négro-africaine. Alors Sounkaré se baissa pour ramasser sa canne, mais il ne put se relever et de tout son poids s'écroula dans la fosse. Voilà, c'est le début de la fin de Sounkaré. Les rats, comme on vient de le dire tout à l'heure, attendent parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont l'emporter sur Sounkaré. Son crâne heurta le ciment gris, son corps eut un étrange soubresaut, les bras battirent l'air un instant, glissèrent sur le sol gras, une main se crispa sur la canne, les jambes se plièrent et alors, se détendirent, s'allongèrent. Voilà, c'est la chute, justement, c'est la chute physique. C'est la chute physique et morale de Sounkaré. Et c'est une chute qui s'est faite dans la douleur. C'est-à-dire qu'il a été réservé une fin tragique au personnage de Sounkaré. Pourquoi? Pour la simple raison que, comme je l'ai dit au début de mon intervention, Sounkaré n'a pas cru à la collectivité. Il a, dès le départ, comme je l'ai dit, affiché un individualisme qui lui a été fatal. Et donc, faute de ne pouvoir justement honorer ses engagements vis-à-vis des grévistes qui avaient besoin de son soutien, des cheminots qui avaient besoin de son soutien, il a préféré s'isoler, il a préféré être dans l'égoïsme que d'être dans l'altruisme. Alors les deux rats descendirent à leur tour dans la fosse, la femelle en tête. Voilà, la valorisation justement de la femelle qui est en fait, qui se présente comme une sorte de leader. Elle s'arrêta devant la plante de pied, hésita, se rapprocha, renifla et ses dents blanches et aiguës attaquèrent la peau grisâtre et creusavée. C'est terrible comme scène. Donc, vous voyez que cela en fait écho au tragique de cette situation dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a toute une poétique du désastre et une écriture justement de la catastrophe dans le roman de Saint bin Ousmane. Et cela fait partie de ce qu'on appelle la violence du texte, pour reprendre l'intitulé du livre de Marc Gontard. La violence du texte, la violence du verbe. Alors, comme prévenu par un mystérieux signal, d'autres rats apparurent toujours par couple. Alors, pourquoi il dit par couple? Alors, pour montrer justement l'organisation de la communauté des rats. C'est-à-dire que les rats sont organisés, ils sont solidaires les uns des autres, contrairement justement à Sounkaré, qui ne l'a pas été avec ses concitoyens. Et on voit bien que l'animal l'emporte sur l'homme. Alors, d'autres rats apparurent toujours par couple et descendirent eux aussi le long des parois de la fosse. Ils tournèrent autour du corps à petits pas cérémonieux, puis deux d'entre eux, plus hardis, escaladèrent le corps et se posèrent sur le visage. Ils commencèrent leur travail par les lèvres et les paupières. Voilà. Donc, finalement, le Sounkaré succombe justement à sa maladie et succombe à sa faiblesse et à son abattement physique pour justement se retrouver face aux rats qui l'ont dévoré.
Il en devrait parce qu'il attendait, comme on dit, il attendait au tournant. Euh, pour récapituler, je dirais que justement cette punition, si j'ose dire, réservée à Sounkharé montre en fait combien, hein, combien Saint Ben Ousmane, en tant que romancier engagé, insiste sur les valeurs de solidarité, sur, sur les valeurs humaines, mettant au devant de la scène l'intérêt de la communauté au profit de l'intérêt de l'individu. Donc l'individualisme et l'égoïsme de Sounkharé se heurtent bien évidemment à cet esprit, communautaire, entre guillemets, des rats qui l'ont vaincu. Et les rats qui nous ont donné un exemple parfait de solidarité et d'entraide. Donc, la leçon, s'il y en a une, la leçon à tirer justement de ce texte, c'est le fait d'évacuer en fait toute forme d'individualisme et toute forme d'égoïsme dans le but de bâtir une société basée sur un socle solide qui lui permettrait en fait d'avancer et de réaliser les vœux en fait de la population africaine. Et merci.